Lassana Coulibaly, le violeur aux chaussettes. C'est comme ça que les policiers l'ont surnommé parce qu'il enfonçait une chaussette dans la bouche de ses victimes pour les faire taire. Ses copains, eux, l'appelaient Spiderman, l'homme araignée, parce qu'il grimpait partout. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il grimpait aussi chez ses victimes. Par les toits, par les balcons, il entrait chez elles au petit matin, là, il les ligotait avec ce qu'il trouvait, le fil du téléphone ou celui du fer à repasser. Coulibaly a violé 12 femmes à Clermont-Ferrand, Montpellier, Aulnay-sous-Bois, Vichy, Paris. Il est le dernier violeur en série de France. Pendant 3 ans, la police l'a traqué sans relâche. Quand elle a retrouvé l'homme araignée, il était déjà pris dans sa toile. « 20 juin 2003. Le jour se lève sur Clermont-Ferrand. Il n'est que 5h30 et dans sa chambre, une jeune femme de 26 ans, Mathilde, dort encore profondément. Quand soudain, un bruit l'attire brusquement de son sommeil. Mathilde se lève et va à sa fenêtre qu'elle avait laissée entr'ouverte. Au moment où elle ouvre le rideau, elle se trouve nez à nez avec des pieds et elle n'a même pas le temps de réaliser qu'il s'agit d'un homme que celui-ci la projette et la jette sur son lit face contre le matelas. Il lui ligote les mains avec un cordon d'alimentation de son téléphone portable. Il lui met un torchon dans la bouche pour éviter qu'elle crie et il allume la télévision. L'homme coupe aussitôt le son. Mathilde l'entend qui dégrafe son pantalon. Il lui impose des rapports sexuels, vaginaux, anaux. Il la caresse, il lui fait des attouchements au niveau de la poitrine, du sexe. Et puis il s'endort à côté d'elle. Elle ne peut pas bouger. Elle est dos à lui, visage tourné contre le mur. Elle ne veut même pas le regarder. Elle s'interdit le droit de le regarder par peur. Et l'homme se réveille. Et de nouveau, il lui impose des rapports sexuels, vaginaux et anaux. Puis l'homme se relève. Il lui ligote de nouveau les mains plus fermement, les pieds avec un cordon d'une lampe de chevet, avec le câble également d'un fer à repasser. Et il quitte la pièce. De son lit, Mathilde l'entend qui fouille dans la salle de bain. Au bout d'un long moment, il revient. Il lui prend, comme ça, on ne sait même pas pourquoi, un pull, un casque de moto, enfin des effets personnels. Et il la menace. Il lui dit « Si tu parles, je te tue ». Et il s'enfuit. Après quelques heures, Mathilde trouve la force de défaire ses liens et le courage d'aller déposer plainte. C'est une femme qui a été victime de faits graves, mais pour lesquels elle a extrêmement des difficultés à entrer dans les détails de ce qu'elle a pu subir. Elle nous dit qu'il s'agit d'un homme grand, mais elle ne donne pas plus de signalement que ça. Les policiers se rendent sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Cette jeune femme demeure au premier étage sur un immeuble ancien, un immeuble du centre-ville. Lorsqu'on regarde la configuration des lieux, c'est un appartement qui fait à peu près 20 mètres carrés. Et lorsqu'on ouvre la fenêtre, on s'aperçoit que la fenêtre donne sur des toits et les façades sont abruptes. Les toits sont vraiment enchevêtrés, voilà. C'est pas possible, il n'a pas pu rentrer comme ça. On trouve bien entendu le cordon du câble de téléphone, de la lampe de chevet qui sont cassés. On trouve une partie de ses vêtements. On fait des prélèvements également sur place.
Mais l'homme n'a laissé aucune empreinte digitale dans l'appartement. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire pour analyse. Mais les résultats n'ont même pas le temps de tomber qu'une autre victime se manifeste. 2 jours plus tard, une femme de 35 ans pousse la porte du commissariat, toujours à Clermont-Ferrand. Ce soir-là, c'était la fête de la musique. Il y avait encore beaucoup de monde dans les rues quand Jeanne est rentrée chez elle. Il était 4 heures du matin. Elle a regagné à pied son appartement du centre-ville de Clermont. Elle a pris la précaution de fermer la fenêtre de son salon qu'elle avait laissée entrouverte toute la soirée. Puis elle s'est couchée. Elle s'endort et à 8h30, elle est réveillée par du bruit sur son plancher. Persuadée que c'est son chat, elle ouvre un œil. L'animal est lové sur son fauteuil habituel. Jeanne tente de se rendormir. Mais soudain, un nouveau craquement sur le plancher. Quand elle ouvre les yeux, elle tombe sur un individu qui déambule dans son appartement. L'individu la projette sur son lit, mais lui demande de se mettre face contre le matelas. Et il lui met un pull sur la tête. Il la ligote au niveau des bras, il lui met les bras dans le dos. Il dit « Je me suis réfugié chez vous parce que je suis poursuivi ». Elle essaye de parlementer avec lui et il lui met un bâillon dans la bouche. Il la laisse comme ça sur le lit, fait le tour de l'appartement. Jeanne tente alors de se libérer et de se lever. Il la rattrape. Et là, il commence à être beaucoup plus violent avec elle, puisque face à cette tentative de fuite, il lui met une lame sous la gorge et lui remet les liens dans le dos. Et il lui impose un rapport sexuel vaginal, puis anal. Extrêmement violent. Puis l'homme s'allonge tranquillement à ses côtés. Il semble somnoler. Elle essaye une seconde fois de prendre la fuite, mais là, il se réveille. Et là, de nouveau, il la rebâillonne, il la religote au niveau des bras. Et puis, il s'allonge encore une fois. Il lui met un bras sur la tête, une jambe sur elle. Cette fois, l'homme s'endort profondément. Jeanne en profite, elle se précipite à la fenêtre. Elle se réfugie nue sur l'échafaudage qui est fixé sur la façade de son immeuble. Voilà. Et elle hurle. Ma femme se lève, elle entend crier. Je dis, c'est la fête de la musique, ne t'inquiète pas, c'est les fêtards. Normalement, ça va s'arrêter. 20 minutes après, un autre cri, encore plus fort. Là, elle me dit quand même, Serge, tu devrais descendre, il y a un problème. Je dis, bon, je descends. 50 mètres de chez moi, pas plus loin, pas plus loin. Je croise un homme qui sort d'un immeuble, un noir. Il y a une jeune fille qui pleure, paniquée. J'ose même pas la regarder, elle est nue. Je suis tellement bête que je lui pose, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? 3 ou 4 fois. Et là, elle me répond, vous avez rien compris, je viens de me faire violer. Vous êtes fait violer? Oui, mais je dis, mais qui vous a violé? Il n'y a personne. Elle me dit, mais c'est un black. Oh, mon Dieu, un black. Je viens de le croiser il y a 2 minutes. Dans l'appartement de Jeanne, les policiers découvrent une scène de crime similaire à celle du viol précédent. On retrouve un cordon de téléphone portable coupé, dont il s'est servi pour la ligoter. On retrouve également en fait une paire de ciseaux sous le lit. Probablement celle qui a servi pour lui mettre sous la gorge, pour la menacer lorsqu'il est devenu violent envers elle.
mais toujours aucune empreinte digitale, et pour cause. Elle précise, chose importante, que l'individu porte faisant office de gants, des chaussettes aux mains. Des chaussettes. Les policiers en retrouvent une au pied du lit. Cette jeune femme nous dit non, ça m'appartient pas, c'est probablement la chaussette qu'il portait au moment où il a commis ses méfaits. Et cette fois, un témoin, le voisin de Jeanne, a sans doute croisé le violeur. Je m'en souviens encore, comme il était habillé, petit t-shirt bleu, voilà, basket, pantalon velours marron. Et il avait un bob blanc, voilà, oui. Il peut décrire précisément son visage. Les policiers disposent désormais d'un portrait robot. Jean-Christophe Riboulet, à l'époque, vous êtes juge d'instruction à Clermont-Ferrand. Une information est ouverte le 4 juillet 2003 pour ces 2 viols. Ils ont vraisemblablement été commis par le même homme. Mais en avez-vous la confirmation? Oui, très rapidement, nous avons cette certitude, pour 2 raisons. La première, d'abord, les enquêteurs mettent en évidence un mode opératoire identique dans les 2 faits. Et puis surtout, nous avons très rapidement cette certitude par l'ADN, puisque à chaque fois, l'auteur va laisser son ADN sur la scène de crime, ce qui va permettre à la fois d'avoir un ADN et de réunir ces 2 affaires en une seule. On est en 2003. Qu'est-ce qu'on en fait de l'ADN? Le fichier des empreintes génétiques a été créé en 1998. Il est opérationnel seulement depuis mai 2000. Et à l'époque, en 2003, il n'y a que 16 500 profils environ d'enregistrés. Et celui de l'auteur n'y figure pas. Que donnent les premières investigations dans l'entourage des victimes? Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose, par exemple? L'enquête de voisinage ne donne rien, auprès des proches non plus. Très rapidement, les proches sont mis hors de cause. On s'oriente véritablement vers un auteur extérieur. Quelques mois passent et le FNAEG vous appelle? Oui, effectivement. Le 13 octobre 2003, je reçois un appel du FNAEG pour m'indiquer que l'ADN qui a été isolé donc, dans les 2 faits que j'instruisais a également été isolé dans une précédente affaire qui était intervenue à Montpellier le 16 octobre 2002. Les faits se sont déroulés en octobre 2002, moins d'1 an avant ceux de Clermont-Ferrand. À Montpellier, donc, un viol, mais aussi une première agression sexuelle commise quelques jours plus tôt, selon le même mode opératoire. J'ai appelé ma fille vers midi, simplement pour avoir des nouvelles. Et je suis tombée sur elle, affolée, perturbée, à un point qui m'a fait comprendre immédiatement qu'il y avait un danger mortel. Nous sommes partis immédiatement, gardant le contact téléphonique en permanence. Je lui ai conseillé de ne pas rester seule. Je ne savais pas dans quel état j'allais la trouver. On s'est retrouvés dans la rue et là j'ai vu. J'ai compris que c'était très grave. Je l'ai vu, des cernes, je n'avais jamais vu comme ça, des cernes jusqu'au milieu des joues. Elle était toute ébouriffée, comme si elle venait de se battre. Puis bon, moi j'ai compris que si elle était vivante, c'était un hasard et c'était... Moi, c'est la première chose que j'ai eue, c'est ma fille est morte de suite. J'ai eu une mort vivante. Le premier choc passé, je lui ai dit il faut informer la police. Difficilement, Justine se laisse convaincre de déposer plainte. La jeune fille n'a que 19 ans, alors les policiers autorisent sa mère à assister à son audition. Et là, j'ai appris tout ce qui s'est passé, c'est là. J'ai su. Vers 6 h du matin, Justine est revenue d'une soirée chez des amis.
elle a regagné tranquillement son studio du centre-ville de Montpellier. Lorsqu'elle rentre dans son appartement, la porte avait été non verrouillée. Ça l'étonne un petit peu, mais elle rentre quand même dans les lieux. Immédiatement dans la foulée, elle constate la présence d'un individu qui est allongé par terre au bord de son lit. Justine se met à crier. L'homme se lève immédiatement. Elle est en face de cet homme, un individu de type africain, qui lui dit « Je suis rentré parce que je cherche un domicile pour passer la nuit, pour dormir, je suis en galère, etc. etc. » Il est très grand et il en impose. Justine est terrifiée, mais elle essaye quand même de parler avec lui. Une étrange discussion s'engage alors. Il se fait prénommer David et il est originaire du Ghana ou de la Guinée. C'est un étranger qui est titulaire d'une carte de séjour qui va bientôt expirer, qu'il a déjà été expulsé une fois du territoire français et qu'il est revenu en France depuis une dizaine de mois. Au bout de 2 heures, l'homme s'énerve subitement. Il serre le cou de Justine en criant « Tu vas arrêter de faire ta maline maintenant !» Il saute sur sa victime, ventre sur le lit, prend une chaussette qu'il lui met dans la bouche, il récupère de sa poche du sparadrap avec lequel il va la bâillonner et il arrache les fils de PlayStation pour la ligoter les mains dans le dos. Justine raconte qu'il a alors commencé à s'amuser avec elle. Il lui bouche régulièrement le nez pour l'empêcher de respirer. Il la pince. Et puis, il sort un couteau. Et il promène la lame sur le pantalon de la jeune fille. Il enlève les chaussettes de ses mains et il commence à caresser le corps de sa victime par-dessous les vêtements. Il essaye de lui caresser les seins, il essaye de dégrafer le pantalon, mais il n'y arrive pas. Il essaye aussi de lui toucher le sexe, mais la jeune fille se débande tellement qu'il n'y parvient pas. Puis l'homme semble se lasser. Il quitte l'appartement, laissant Justine toujours attachée sur son lit. Il est près de 11 heures du matin. C'est pas possible de voir, d'imaginer ma fille ligoter des fils électriques, ma fille avec des chaussettes dans la bouche. Je me suis dit, mais comment il a fait déjà pour le rentrer et scotcher là-dessus? J'ai compris aussi à la douleur qu'elle avait dans les mâchoires. J'ai compris ce que ça avait été d'être bâillonnée pendant 6 heures avec des chaussettes dans la bouche. Et 2 jours après, l'homme remet ça. Cette fois, il viole sa victime. C'est là qu'il a laissé son ADN. La victime, une jeune femme de 35 ans, a été réveillée en pleine nuit. Un homme était allongé à ses côtés. Visiblement, cet homme est rentré par une fenêtre laissée ouverte. Il a dans sa main un couteau. Un couteau, encore. Et sur son visage, un foulard qu'il a récupéré sur les lieux pour dissimuler son visage. Il l'a fait allonger sur le sol, ventre contre terre. Et cette jeune femme qui est habillée d'un caleçon va voir son caleçon déchiré à l'aide du couteau. Elle va se retrouver donc à demi-nue. Il utilise des câbles d'antenne de la télé pour ligoter sa victime. Encore des câbles électriques. Il lui met aussi une chaussette dans la bouche. Et une chaussette de nouveau. Et très rapidement, l'homme va baisser son pantalon et va la violer. Le calvaire de Virginie va durer 2 heures. Au petit matin, l'homme, un grand noir à l'allure athlétique, repart en s'excusant. Monsieur le juge, 3 viols, une agression sexuelle commise à Clermont-Ferrand et à Montpellier selon le même mode opératoire, j'imagine que les 4 dossiers sont joints.
Un juge d'instruction avait été saisi à Montpellier donc, au moment de ces faits en octobre 2002. Ce magistrat instructeur va donc évidemment instruire son dossier à Montpellier. Il va rendre une ordonnance de non-lieu en janvier 2004, faute évidemment d'avoir pu identifier l'auteur. Et je vais me rapprocher de ce collègue pour lui indiquer que l'ADN a matché, que l'affaire qu'il avait correspond en fait à celle que j'instruis. Et ça n'est seulement qu'en juillet 2004 que je vais être saisi de ces 4 faits sur ce que l'on appelle un réquisitoire de réouverture sur charge nouvelle, cette charge nouvelle étant évidemment le même ADN identifié dans les 2 affaires. Vous avez reçu les 4 victimes? Elles se ressemblent? Oui, alors effectivement, on a d'abord des femmes jeunes. Les 2 victimes de Clermont-Ferrand avaient 26 et 35 ans, et les 2 victimes de Montpellier, 19 et 36 ans. Elles ont un physique avantageux, et en plus, ces 4 femmes vivaient seules. Vous avez manifestement affaire à un violeur en série, et vraisemblablement, il ne va pas s'arrêter là. On n'a pas grand-chose dans la procédure, ça n'avance pas beaucoup, malheureusement. Je décide de saisir la police judiciaire de Clermont-Ferrand, un service plus rompu à des affaires d'envergure, pour enquêter sur celui que l'on va nommer à partir de maintenant le violeur aux chaussettes. Vous alertez la presse? Non. Ça pourrait leur faire peur à la population, donc ce n'était pas l'objet. Nous avions un portrait robot, mais le communiquer immédiatement dans les journaux, je pense que c'était beaucoup trop hasardeux, dangereux, et je dirais qu'en plus, ça ne permet pas forcément la résolution des affaires. La PJ de Clermont-Ferrand reprend l'enquête depuis le début. Nous avons donc ce portrait robot, nous avons les déclarations des victimes, avec lesquelles donnent un certain nombre d'éléments. Nous savons qu'il est jeune, nous savons qu'il est noir de peau, nous savons qu'il est athlétique, nous savons qu'il parle français sans accent. Ce que nous avons surtout, c'est un ADN. Sauf que, comme aucun d'entre nous ne se promène en ville avec son code génétique accroché autour de son cou, l'homme reste inconnu. Mais les policiers savent aussi que l'homme est très agile, capable de pénétrer dans des endroits très difficiles d'accès. À chaque fois, c'est l'escalade par les balcons, l'escalade par les échafaudages, l'entrée par les toits, c'est systématique. C'est un mode de cambriolage qui est répandu, bien sûr, mais qui n'est pas le plus courant. Moi, je suis persuadé que c'est un cambrioleur à l'origine qui vient de se mettre à violer. C'est un monte en l'air. Et avec un peu de chance, ce monte en l'air est déjà connu des services de police. Il nous empêche d'avoir ces empreintes digitales parce qu'il met des gants, souvent des chaussettes, et donc nous sommes certains que c'est un cambrioleur dont les empreintes digitales sont dans nos fichiers de police. On va tâcher d'identifier tous les individus de couleur qui sont connus pour cambriolage, par escalade sur les 2 régions. On va aller au plus loin, on va interroger tous les chauffeurs de taxi de Clermont-Ferrand et de Montpellier pour être sûr qu'à l'occasion, ils n'ont pas pris un individu qui pourrait ressembler au portrait robot. Les policiers font aussi le tour des hôtels, des bars, des boîtes de nuit de Clermont-Ferrand. En vain. Personne ne se souvient d'avoir vu quelqu'un qui pourrait ressembler au portrait. On va aussi le diffuser au niveau de la police ferroviaire, au niveau des trains, notamment sur les lignes qui desservent Clermont et Montpellier, au niveau de ces 2 gares. Avec ce portrait robot, éventuellement, voir si des gens auraient pu croiser un individu qui régulièrement se déplacerait par ce moyen. Les policiers pensent qu'ils ont affaire à un marginal, sans attache particulière, et qui bouge beaucoup. Dans notre esprit, il est plus que probable qu'un individu itinérant de ce type-là montera dans les trains sans payer son billet. Mais on sait aussi que dans les trains, les contrôleurs relèvent des procès-verbaux, relèvent des identités. Et donc, nous concentrons aussi nos recherches, bien évidemment, autour des dates des faits. Le portrait robot et le signalement du violeur sont diffusés dans tous les commissariats
et toutes les gendarmeries de France. Une fois, une fonctionnaire de police qui rentrait de stage à Clermont-Ferrand avait vu dans le train un barman qui ressemblait à un tout point au portrait robot. Qui était ce barman sur le train Corail de Clermont-Paris? Il vient à Clermont-Ferrand régulièrement et il habite sur une région parisienne. Donc on va le chercher, on monte à Paris, on va l'interpeller. On le met en garde à vue, on l'interroge, on prend son ADN, comme systématiquement on a fait avec toutes les personnes qu'on est allé chercher. Et on se rend compte que c'est pas son ADN. L'homme est donc totalement disculpé, comme des dizaines et des dizaines d'autres suspects interpellés. Mais la diffusion alerte une antenne de police de Clermont-Ferrand. Ils ont une information qui pourrait intéresser la PJ. Le 10 juin 2003, quelques jours avant les viols de Clermont, une jeune fille a déposé plainte pour une simple violation de domicile. C'est une jeune femme qui vit aussi seule dans un appartement et qui voit un individu qui tente de pénétrer en forçant de voler, donc un individu de couleur. Elle ne va pas pouvoir le repousser et elle va quitter l'appartement par la porte principale et se réfugier chez une de ses voisines. C'est une non-affaire criminelle. Mais pour nous, c'est évident. C'est le même. Dominique, à défaut de piste, la PJ fait appel à un nouveau système informatique, le SALVAC. De quoi s'agit-il? Alors c'est le système d'analyse des liens de la violence associés au crime. Tout un charabia pour parler d'un simple logiciel inventé par les Canadiens, importé en France en janvier 2003, qui sert à faire des rapprochements entre des affaires de meurtre, de viol, d'agression, commises dans différents endroits. On entre dans ce logiciel 168 points, ou plutôt les enquêteurs vont renseigner 168 points. On prend un exemple d'une affaire de viol. On va poser des questions à la victime. On va lui demander son âge. Est-ce qu'elle est blonde? Est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'elle a été agressée en semaine? Est-ce qu'elle a été agressée un week-end, chez elle ou à l'extérieur? Comment est entré son agresseur? Est-ce qu'il est entré par une fenêtre laissée ouverte ou par la porte? Avec ou sans effraction? Est-ce qu'il l'a menacé? Avec quel type d'arme? Et donc avec le SALVAC, les enquêteurs espèrent trouver quoi? Eh bien, ils espèrent trouver d'autres affaires qui ressembleraient à celle-ci, avec un violeur qui mettrait des chaussettes pour couvrir ses empreintes digitales, parce que plus ils auront d'affaires, plus ils auront à travailler sur d'éventuels témoins et plus ils auront de chances d'identifier enfin cet homme, ce violeur. Mais le SALVAC va leur sortir deux affaires qu'ils connaissent déjà, les viols de Montpellier. Donc on en est là quand en décembre 2004, coup de théâtre, les policiers vont enfin attraper un suspect. C'est les gendarmes de l'Aveyron qui nous avisent qu'ils ont interpellé un individu pour un vol, c'est quelqu'un qui a volé de l'essence, et qui correspond en tout point au signalement de l'individu qu'on cherche. On se rend compte que cette personne a vécu à Montpellier, qu'elle vit à Clermont-Ferrand. Là, ça commence à faire beaucoup pour nous. Là on a le type de gens qu'on cherchait depuis le début. Là. Les policiers foncent chez cet homme et le placent immédiatement en garde à vue. À sa grande surprise. Il se dit, tiens, j'en ai encore fait une, laquelle peut-être, je sais pas, mais voilà. Donc quand on lui parle de viol, bien sûr, non. Là, pour lui, il n'y a rien à voir là-dedans. Mais quand spontanément l'homme leur parle de son passe-temps favori, les policiers bondissent de leur siège. Et c'est ses premières paroles, c'est ça qui est énorme aussi, c'est qu'il adore vivre sur les toits, Clermont-Ferrand, naviguer de toit en toit. Il nous raconte même être passé un jour à rentrer dans un appartement par un échafaudage. Un échafaudage, c'est par ce moyen que le violeur est sûrement entré dans l'appartement de Jeanne. Les policiers sentent qu'ils sont sur une bonne piste. Ils continuent de cuisiner le suspect qui, du coup,
semble flancher. Je me souviens même que dans la nuit, il était limite à hésiter, à se dire si vous me dites que j'ai été plus loin, peut-être que j'étais plus loin. On a tout, on a le Montpellier, on a Clermont, on a le portrait robot, on a le signalement. À part l'ADN, il n'y a rien qui nous manque là. C'est presque trop beau. Méga y croit. Dur comme fer. Monsieur Riboulet, vous aussi, vous y croyez à ce monte en l'air, et les résultats des analyses tombent. Et c'est négatif. L'ADN va permettre de le disculper. C'est un élément intéressant dans l'affaire, puisque on se rend compte aussi que l'ADN n'est pas seulement là pour accuser des personnes, pour mettre en cause des personnes, mais aussi pour les disculper. Sans cet ADN, on peut dire que des années auparavant, en fait, il serait parti en détention provisoire. On peut le craindre. On en est là quand, en septembre 2004, un nouveau rapprochement est fait. J'apprends une nouvelle fois par le FNAEG qu'un autre fait s'est produit à Aulnay-sous-Bois au mois de septembre. Et je l'apprends toujours de la même manière, c'est-à-dire que l'ADN qui a été identifié dans les affaires que j'instruisais correspond à un autre ADN qui, lui, a été identifié dans l'affaire d'Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. 20 septembre 2004. Dans son petit appartement, Inès dormait profondément. Il était 6 h du matin quand le violeur aux chaussettes lui a plaqué une main sur la bouche et il a crié « Tais-toi ou je te tue ». Une fois encore, il l'a bâillonné avec une chaussette, lui a mis un vêtement sur la tête, il l'a ligoté avec une cravate. Il y a un rapport de terreur qui s'instaure dès le début. Là, il lui dit « si tu cries ou si tu bouges, je te tue ». Quand on vient d'être réveillé, on est encore plus terrorisé. Elle n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits. Il la viole quasi immédiatement. Puis il la ligote plus fermement encore. Les mains avec du scotch, les pieds avec un câble de téléphone. Et il la recouvre avec d'autres vêtements. Inès, plongée dans le noir le plus total, l'entend qui déambule dans l'appartement, fouille dans son sac, ouvre des placards. Au bout d'un moment, il revient vers le lit, la pousse vers le fond. Il se couche et s'endort. Inès n'ose toujours pas faire le moindre mouvement. Elle est totalement tétanisée. Elle est comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Elle est incapable de bouger, d'essayer de trouver une issue. De toute façon, elle craint tellement pour sa vie qu'elle n'a pas d'autre issue que de laisser le violeur agir comme il l'entend. D'autant que le comportement de son agresseur déroute complètement la jeune fille. À un moment, elle dit que c'était paradoxal, elle a eu froid, il l'a recouverte avec une couverture. C'est-à-dire que voilà un individu qui est capable de violer une femme et dans le même temps, il est capable de lui mettre une couverture pour la protéger du froid. Tout ça est tellement incohérent, correspond tellement pas à l'idée d'un agresseur que c'est presque parfois encore plus terrorisant. Le temps passe, Inès n'a aucune idée de l'heure. Elle entend son téléphone sonner. De nombreuses fois. Son violeur emporte finalement l'appareil hors de sa chambre et il se recouche. Son père l'a vainement appelé, il a vu que ça ne répondait pas, il n'habitait pas loin, il a fini par venir et a frappé à la porte de l'appartement. Comme sa fille n'ouvre pas, il appelle les pompiers qui forcent la porte. L'agresseur se sauve par la fenêtre. Le père d'Inès la découvre alors sur son lit, avec ses liens autour des bras. Il est 3 h de l'après-midi.
Ça a duré 9 heures, c'est-à-dire qu'on peut imaginer l'état de terreur d'une jeune femme comme ça qui est séquestrée de 6 heures du matin à 15 heures. Ma cliente est une jeune femme de 25 ans au moment des faits, alerte, dynamique, très souriante, qui venait de commencer un travail de chef de projet dans la publicité, donc la vie lui souriait. Elle venait de s'installer à Aulnay-sous-Bois et ça l'a complètement détruite. Monsieur le juge, la liste des victimes s'allonge et le violeur aux chaussettes étend son territoire. On a pensé qu'il pouvait s'agir d'un itinérant. On a rapidement évacué cette hypothèse parce que à chaque fois, les victimes nous faisaient état d'un homme qui était propre, qui n'avait pas d'odeur corporelle désagréable. Ce n'est pas un SDF, quoi. Ça n'est pas un SDF. Nous avons aussi pensé qu'il pouvait s'agir d'un étudiant qui bougeait d'une ville universitaire à une autre. Et puis finalement, aucune de ces hypothèses n'était avérée, en tout cas démontrée, de sorte que toutes les hypothèses restaient possibles. À chaque fois, est-ce qu'il vole quelque chose? Il ne vole rien. Je vais être saisi d'une tentative de viol. La victime avait son sac à main parfaitement en évidence sur un meuble de son logement, un petit studio. L'homme ne va pas s'intéresser à son sac à main. Et ce qui devait arriver, arrive. Le FNAEG vous appelle, ça match encore une fois. Le FNAEG m'indique qu'effectivement, une fois de plus, l'ADN qui figure dans mon dossier correspond à une trace relevée à l'occasion d'un viol commis à Paris le 29 juillet 2004. Là, nous sommes dans un dossier un petit peu différent parce que la victime est plus âgée que les autres victimes. Elle a 57 ans. Ça n'est pas une femme qui vit seule. Elle a un conjoint, mais ce conjoint était exceptionnellement absent ce soir-là. Et puis surtout, l'auteur va avoir des exigences justement de voleur. Il va demander en arrivant à la victime où se trouve son argent, où se trouve le coffre. Et du reste, il va quitter, après l'acte sexuel, les actes sexuels imposés à la victime, il va quitter l'appartement avec des bijoux et avec des objets de valeur. Il y a un violeur en série, un portrait robot, et vous ne vous décidez toujours pas à alerter la presse? Non. Non, parce que d'abord, je ne voulais pas stigmatiser la population noire. Ensuite, je dirais que les portraits robots, c'est toujours la même chose. Ce ne sont pas des photographies, c'est assez subjectif. Ça laisse place à l'imagination. Et au final, on a rarement de bonnes solutions avec les portraits robots. L'enquête en est là quand, en mars 2005, le violeur aux chaussettes frappe de nouveau. Et à la grande surprise des enquêteurs, il fait son retour à Clermont-Ferrand comme s'il n'avait rien à craindre. Une nouvelle agression à Clermont-Ferrand, toujours dans le centre-ville, toujours dans ce quartier prisé par les étudiants. Dans la nuit du 5 mars 2005, Julie se réveille brusquement. Elle n'est pas seule, son petit ami dort à ses côtés. Mais il y a un homme au pied de son lit. Il s'est d'abord précipité sur le jeune homme pour le maîtriser. Il avait un couteau, donc sous la menace d'un couteau, il a réussi à attacher le jeune homme, toujours de la même façon, en utilisant des cordons électriques, des couverts sur place. Il a pu le neutraliser. Julie hurle « Mais t'es qui? T'es qui ?» persuadée que c'est un copain de fac qui leur fait une farce. L'homme lui attache aussitôt les mains. Puis il allume la télévision et déambule dans l'appartement. Julie et son petit ami restent allongés sur le lit, ligotés, terrorisés. Jusqu'au moment où l'homme tire brusquement la jeune fille du lit. Il l'a écarté de la chambre, il l'a emmené dans la salle de bain et il a commencé de lui baisser son shorty. Il lui dit « Tu sais ce qui va se passer ». Julie comprend qu'il va la violer. Elle a beau se débattre, l'homme est plus fort qu'elle. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a une troisième personne dans l'appartement, la colocataire de Julie, qui a tout entendu de sa chambre.
jusqu'au moment où la seconde jeune fille intervient quand elle a entendu le remue-ménage et se jette sur l'individu, sur le violeur, qui, pris au dépourvu, a pris la fuite précipitamment par les escaliers. Je ne me pose même pas la question de savoir. Personne ne se pose la question de savoir si c'est le violeur aux chaussettes. Il nous a laissé une chaussette. On va trouver son ADN. Fin de l'histoire. Il n'y a pas d'énigme là-dessus. Encore une fois, ces crimes sont signés. Ça veut dire deux choses. Un, il a recommencé. Deux, il est chez nous. Donc, d'une certaine manière, peut-être que nous allons pouvoir l'attraper. Mais ça nous renforce encore dans l'idée que nous avons la responsabilité, nous, de l'attraper parce qu'il est chez nous. C'est plus facile pour nous, sur Clermont-Ferrand, de se renseigner dans le milieu des marginaux, des gens qui sont un petit peu comme ça en marge de la société, pour essayer d'identifier cet individu, que s'il était encore sur la région parisienne, où c'était très compliqué pour nous de le récupérer. Les policiers refont le tour des bars, des hôtels, des boîtes de nuit. Nous sommes sur le qui-vive. Toutes les nuits, on contrôle des types. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant le nombre de types qui montent sur les toits la nuit, l'été. Mais au mois d'août, ça s'accélère. Mais il nous prend à contre-pied. Travaillant à Clermont, il frappe à Vichy. Je me souviens, c'est juste avant le week-end du 15 août. Victime très traumatisée. Épouvantée. Il était 6 heures du matin. Patricia est réveillée brusquement, une main plaquée sur son visage. Elle se retrouve aussitôt ligotée, la tête enfoncée dans son matelas, des chaussettes dans la bouche. Et l'homme la viole. Il joue avec elle. Il joue avec elle comme un chat peut jouer avec une sorte de pelote de laine. Il l'humilie. En fait, elle a eu le sentiment d'être sortie du monde des vivants pour être une sorte de morceau de chair entre ses mains. Une fois encore, les policiers n'ont aucun doute, c'est bien le mode opératoire du violeur aux chaussettes. Mais il y a un élément nouveau. Une certitude. La victime a été repérée. Cette fois-là, la victime a été repérée. Elle vit de façon habituelle dans cet appartement avec son père. Et il se trouve que ce soir-là, elle est seule dans l'appartement. Exceptionnellement, il s'était absenté pour aller chercher un autre membre de la famille à l'aéroport de Lyon. Et l'agresseur frappe. La chance tourne peut-être. Si l'homme a suivi sa victime, s'il l'a surveillée, des témoins peuvent l'avoir croisée, traînant dans le quartier ou dans les lieux fréquentés par Patricia. Et à nouveau enquête de voisinage, et à nouveau contrôle d'individus sur Vichy. Contrôle des gens à la gare, interrogation des chauffeurs de taxi, interrogation des voisins, passage dans les restaurants, les boîtes de nuit, les établissements de cure. Une autre réalité, une autre ville, une autre enquête. Rien. Insaisissable. Tel un fantôme, le violeur aux chaussettes passe sans que personne ne le remarque. Et il semble avoir envie de jouer avec les nerfs des policiers. 15 jours plus tard, alors que nous sommes toujours tous à Vichy, une nouvelle agression. À Clermont-Ferrand, une nouvelle fois. Et là encore, la victime, Manon,
Une jeune fille de 23 ans est surprise en plein sommeil. Ligotée avec les câbles de son sèche-cheveux et de son fer à repasser, bâillonnée, violée 2 fois. Mais avant de partir, l'homme change son rituel. Il va asperger, avant de partir, la victime avec de l'eau et du jus de fruits, l'essuyer. Il va essuyer les parties génitales avec le drap et la laisse du lit. Il va s'emparer de ce drap et il va partir avec. Mais il va plus loin. Pour occulter les traces de son passage, il asperge le sol avec du détergent, du sif. Quand tu entrais dans l'appartement, c'était un carrelage, c'était devenu une vraie patinoire tellement il avait aspergé de détergent, le sol et les meubles, il en avait mis partout. C'est très clair. Il ne veut plus que l'on trouve son ADN sur place. Pourquoi cette soudaine prudence ? Est-ce qu'il a appris qu'on recherchait, parce qu'à force, bien sûr, les choses sur Clermont ont commencé à se savoir. Qui aurait pu lui parler de l'ADN et des recherches que nous faisions? Qui a pu lui parler des techniques de police technique et scientifique? Un séjour en prison? Et donc on refait ce que nous avons fait. On reprend nos mêmes critères et on réinterroge toutes les maisons d'arrêt et toutes les prisons de France pour savoir si d'aventure ce violeur aux chaussettes n'aurait pas fait un séjour en prison pour autre chose. Sûrement un cambriolage d'ailleurs. Cela ne donne rien. À la PJ de Clermont-Ferrand, les policiers sont découragés. 3 nouvelles agressions en moins de 6 mois. Et toujours pas la moindre piste. On a quelque chose de cette personne. On a quelque chose de lui. On a son ADN, mais c'est tout. C'est stressant d'avoir cet ADN dans la main et pas de pouvoir mettre un nom dessus. Et on est en première ligne à Clermont-Ferrand. Parce que là, bien sûr, on est à 9 faits. Mais il y en a 5, rien que chez nous. Clermont-Ferrand est vraiment son terrain de jeu de prédilection, si je puis dire. Et la pression est énorme. Certaines des victimes du violeur aux chaussettes passaient dans mon bureau plusieurs fois par semaine. Et très gentiment, se contentaient de me dire « Alors, monsieur le commissaire, rien de neuf ?» Il n'est pas pensable que ce type nous échappe. Monsieur le juge, vous allez demander une analyse ethnogéographique. De quoi il s'agit? Alors, depuis le début de cette affaire, nous avions un doute. Les enquêteurs et moi avions évidemment des témoignages laissant à penser que nous avions affaire à un individu de type africain, mais il pouvait aussi s'agir d'un individu de type nord-africain à la peau très mate. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté le professeur Moisan, qui dirigeait le laboratoire de génétique de Nantes à l'époque, pour lui demander s'il était possible, à partir des prélèvements dont je disposais, puisque nous avions l'ADN à plusieurs reprises sur ces scènes de crime, s'il était possible pour lui de me déterminer l'origine ethnogéographique de l'auteur, une localisation géographique. Donc je précise que par ces recherches, on ne peut pas déterminer la couleur de la peau de l'individu, ni la couleur de ses yeux, ni encore moins sa nationalité, mais de déterminer une origine ethnique. Et le professeur Moisan a été en capacité d'affirmer que nous avions affaire à un individu de type subsaharien. On en est à 9 victimes, et désormais le violeur nettoie derrière lui. Est-ce que ça complique votre tâche? Pas vraiment, parce qu'il n'a jamais utilisé de préservatif, et par conséquent, nous avions la plupart du temps du liquide séminal ou du sperme, qui permettait à chaque fois d'établir l'ADN. Et c'est encore ce qui s'est passé dans l'affaire
de fin août 2005, où effectivement l'auteur a lavé, donc il a dû prendre conscience qu'il fallait faire disparaître des traces, mais pour autant, il n'avait pas pris de précautions pour éviter de laisser des traces permettant d'identifier son ADN. Octobre 2005, l'automne s'est installé à Clermont-Ferrand. Le dimanche 9, la PJ reçoit un appel urgent. Une nouvelle agression a eu lieu, en plein jour cette fois. Moi, quand je suis appelé ce dimanche en fin de matinée, on est étonné parce que ce n'est pas ses heures habituelles. On est surpris que ça soit passé en plein jour. C'était dans une résidence étudiante de Clermont. Anaïs révisait tranquillement ses cours sur son lit quand l'homme a jailli de sa fenêtre. Il lui a sauté dessus et il lui a dit « Je ne veux pas te faire de mal, je veux juste ton argent. » Et puis très vite... Ensuite, on retombe sur cette pulsion, en tout cas ce mode opératoire où il va s'énerver, lui attacher les mains, les pieds, lui mettre une chaussette dans la bouche, lui recouvrir la tête comme il l'a fait quasiment systématiquement avec une thé d'oreiller ou un vêtement. Et la violer à plusieurs reprises. Avant de quitter les lieux, l'homme a une nouvelle fois tout nettoyé derrière lui, encore plus soigneusement. Cette fois-ci, il va asperger la victime d'un liquide antiseptique et il va boucher le lavabo de la petite chambre étudiante, du petit logement étudiant, et il va inonder complètement l'appartement. De nouveau, la PJ se lance dans une enquête de voisinage à la recherche de témoins susceptibles d'avoir aperçu le violeur aux chaussettes. Il dispose d'un tout nouveau portrait robot établi grâce au témoignage d'Anaïs. Mais cette fois, la presse locale a vent de l'affaire. Très vite, je sais que c'est un viol qui a été commis, que la jeune femme a été transportée à l'hôpital, qu'elle est prise en charge. Moi, je me rends dans la cité, la petite cité universitaire, là, pour essayer d'avoir quelques éléments qui me permettent d'avoir déjà une base pour aller interroger à la source les enquêteurs. Dès le lendemain, le violeur aux chaussettes fait la une de la montagne. Pour la première fois, son existence est révélée au public. La presse nationale s'empare à son tour de l'affaire. En France, d'abord cette affaire de violeur en série. La justice a confirmé aujourd'hui qu'elle était sur la piste d'un homme soupçonné de 5 ou 6 viols en 3 ans, peut-être une dizaine. À Paris, à Montpellier et Clermont-Ferrand, où dimanche dernier, une jeune fille a encore été agressée dans sa chambre d'étudiante. Les jours suivants, les articles et les reportages se succèdent. On apprend assez vite que la police a un portrait robot qu'elle ne souhaite pas diffuser. Alors c'est un choix qui est fait entre les services de police et la justice de ne pas diffuser le portrait robot et de ne pas semer une panique peut-être inutile à Clermont-Ferrand. Quelques jours plus tard, le portrait robot est pourtant en une du journal. Et à Clermont-Ferrand, c'est effectivement la panique. Dans le quartier où le viol a été commis dimanche, nombre de jeunes femmes ne cachent pas leur inquiétude. Je me sens pas très rassurée en fait. Je m'enferme chez moi et ça me fait plutôt peur. Ouais. Maintenant on ferme les fenêtres. Moi quand je suis toute seule chez moi, je ferme les fenêtres. Quoi. Enfin, moi j'habite là donc c'est mon quartier donc après on n'est pas rassuré pour sortir. C'était le moment où on était encore dans le timing, on pensait que les gens pouvaient encore avoir des éléments à apporter. Pour nous, ce n'est pas nuire à l'enquête que de diffuser un portrait robot, même si le juge d'instruction estime qu'il n'est pas assez précis pour les aider vraiment. Monsieur le juge, les médias diffusent le portrait robot sans votre assentiment. Comment vous avez pris ça ? Bon, évidemment, je ne l'ai pas très bien pris, parce que, encore une fois, je trouve que ça n'a pas apporté grand-chose. Ça a participé à la panique ambiante sur le campus. Et ça n'a pas été déterminant pour l'identification de l'auteur. Est-ce que ça a gêné vos investigations à ce moment-là ? En février 2006, il était prévu de procéder à une vague d'interpellations qui résultait d'un travail de fond de la police depuis plusieurs mois, qui avait été facilité par l'expertise ethnogéographique. Les policiers s'étaient concentrés sur les individus de type saharien qui présentaient des antécédents, soit de mœurs, agression ou viol, agression sexuelle ou viol, soit de vol, puisque nous étions en présence d'un individu qui cumulait ces deux délits ou crimes.
Cette vague d'interpellation n'est jamais intervenue puisque, entre-temps, nous avons pu identifier l'auteur. C'est à Paris que l'affaire du violeur aux chaussettes se dénoue enfin, après qu'une juge d'instruction a fait le lien avec l'un de ses dossiers. À Paris, une enquête sur un viol en est alors au point mort. Il avait eu lieu 1 an auparavant, le 13 janvier 2005, dans un foyer de jeunes travailleurs du 20e arrondissement. Une jeune fille, Sarah, a été agressée dans sa chambre. Un homme de couleur noire a jailli hors de sa penderie et s'est jeté sur elle. Il l'a ligotée avec des câbles électriques, bâillonnée et il l'a violée. C'est le mode opératoire du violeur aux chaussettes, seulement voilà. Cette agression n'était pas entrée dans le champ de nos investigations parce que l'auteur des faits, qui avait laissé son ADN sur place, ne pouvait pas être le violeur aux chaussettes puisque son ADN était différent. Tant et si bien que cette affaire, ayant un ADN différent, nous, à Clermont-Ferrand, nous n'en avions jamais entendu parler. C'était une enquête parisienne, traitée par des services parisiens. Mais la juge d'instruction, grâce à la médiatisation, connaît maintenant l'existence du violeur aux chaussettes. Elle se dit, mais c'est très étonnant parce que la façon de faire est vraiment identique. Elle demande alors de nouvelles investigations. L'ADN masculin retrouvé sur place provenait du tapis de la chambre de Sarah. La juge découvre que d'autres scellés n'ont pas été envoyés au laboratoire. Des vêtements de la victime ont été prélevés, mais n'ont pas été exploités. Donc eux vont récupérer ces scellés, ces vêtements mis sous scellés, et vont les envoyer en laboratoire pour exploiter éventuellement des traces d'ADN. On va avoir rapidement un résultat. Le laboratoire va nous appeler en disant « j'ai trouvé de l'ADN » et l'ADN correspond effectivement à la série de viols perpétrés à travers la France, entre Montpellier, Clermont-Ferrand et Paris. C'est bien le violeur aux chaussettes qui a agressé Sarah, sa 12e victime. Il faut relancer l'enquête. C'est la brigade criminelle de Paris, le 36, qui s'en charge, en commençant par le foyer des jeunes travailleurs. La brigade criminelle s'intéresse bien sûr aux résidents, aux occupants des chambres voisines, et si pour les résidents ça ne donne pas grand-chose, elle étend ses recherches aussi aux visiteurs de passage. S'agissant d'un foyer, là les individus qui passent, même on va dire en simple visite ou qui y séjournent, doivent laisser un nom, présenter une pièce d'identité, laisser des coordonnées. Et comme par hasard, le matin des faits, un visiteur de la chambre d'en face disparaît du foyer en laissant toutes ses affaires. Un visiteur qui correspond en tout point au signalement du violeur aux chaussettes. C'est un certain Koulibaly. Il a séjourné souvent chez l'un des résidents du foyer, dans la chambre en face de celle de Sarah. Et dans le foyer, on soupçonne ce Koulibaly et son copain de se livrer à des trafics un peu louches, du recel, voire des cambriolages. Les policiers passent au crible leurs fichiers et ils trouvent un Lassana Koulibaly, déjà condamné plusieurs fois pour vol. Il a un casier judiciaire, il a été interpellé, il est connu des services de police et de gendarmerie de divers endroits de France. Tout, c'est de trouver où il est actuellement. Il faut prendre son ADN, il faut le discriminer, on va savoir tout de suite. Mais ça sent bon. Et on le trouve très vite. Il est en prison. C'est le commissariat de Blagnac qui a interpellé cet individu. Et quand on se renseigne auprès de nos collègues de Blagnac, on se rend compte qu'au moment de son interpellation, donc il est en train de fuir une scène de cambriolage et il abandonne une paire de chaussettes. L'arrestation a eu lieu début novembre. L'ADN de ce Koulibaly est prélevé et envoyé au laboratoire. Et très vite, la nouvelle tombe. C'est bien le violeur aux chaussettes, celui que toutes les polices de France traquent depuis 3 ans.
Derrière le simple cambrioleur arrêté à Toulouse au début du mois, les policiers ont en fait découvert le violeur en série qu'ils recherchaient depuis 3 ans. Il attend en prison sa mise en examen. On n'a pas de soulagement, quoi. C'est plus de l'excitation. Le 30 décembre, on ne réfléchit pas, on prend les affaires, on monte dans la voiture et on part immédiatement à Toulouse. On perd pas de temps, hein. On y va de suite. C'est Nouvel An. Le violeur aux chaussettes à portée de main, on n'attend pas. Lassana Coulibaly est placé en garde à vue et au début, il se montre on ne peut plus coopératif. On se retrouve donc face à un garçon effectivement qui a 25 ans, donc jeune homme en perdition qui a quitté très tôt, vers l'âge de 17 ans, 16-17 ans, très tôt son milieu familial pour partir un petit peu à l'aventure à travers la France. Il a toujours réussi à survivre en commettant des cambriolages, en faisant un petit peu de trafic de drogue, en étant hébergé par des connaissances. Bon an, mal an, il arrivait toujours à se faire héberger, à rester comme ça pendant plusieurs mois dans certaines villes. Mais quand l'inspecteur en vient aux choses sérieuses, Coulibaly change totalement d'attitude. Quand on va aborder concrètement rentrer un peu plus sur les affaires de viol, là il va se bloquer. Il change, il baisse la tête. Et il nie tout en bloc. Il n'a même jamais mis les pieds à Montpellier, encore moins à Vichy. Et quand on lui explique qu'on a retrouvé son ADN sur 9 scènes de viol, il dit qu'il est incapable d'expliquer. Et il nous dit donc qu'il fait un blocage. Et voilà, et ce qui m'a frappé, je me rappelle encore, c'est qu'il me dit c'est pas que je ne veux pas vous en parler, c'est que je ne peux pas. Monsieur le juge, après la garde à vue, vous entendez Lassana Coulibaly dans votre bureau. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est un interrogatoire où je ne peux pas dire grand-chose parce qu'il a refusé, comme la loi le lui permet, de s'expliquer ce jour-là. J'ai vu un homme longiligne, avec des mains impressionnantes. C'est ce qui m'avait beaucoup frappé ce jour-là. Un peu penaud, et puis, je dirais, avec un visage assez juvénile. À plusieurs reprises, vous allez le revoir, et est-ce qu'il va s'expliquer? Il va globalement s'expliquer, en ce sens qu'il va reconnaître la quasi-totalité des faits, mais je dirais qu'il a essayé quand même, il avait une mémoire assez sélective. Il se souvenait de peu de détails spontanément. Il fallait le lui rappeler au travers des déclarations des victimes pour qu'il dise oui. Il a expliqué comment il les choisissait? Il a toujours dit que c'était par hasard qu'il s'était introduit dans chacun des appartements de ses victimes, qu'il n'a jamais suivi préalablement ses victimes, qu'il n'avait jamais formé le dessein de les suivre, évidemment pour attenter à leur personne. Et vous l'avez cru? Non. Une des victimes de Clermont-Ferrand m'avait indiqué qu'elle pensait avoir vu cet homme un jour alors qu'elle était à la terrasse d'un café. Une autre victime donnait un détail par rapport à un barbecue qui était sur la terrasse de son jardin. Et ce barbecue avait été rentré à un moment donné et l'homme lui en avait parlé lorsqu'il se trouvait dans son appartement. Et donc j'ai très vite eu la conviction qu'effectivement, il suivait ses victimes, ou il avait en tout cas recherché ses victimes avant de pénétrer dans leur appartement. Il exprime des regrets, Lassana Coulibaly? Alors, c'est tout le paradoxe de cette affaire. Parce qu'effectivement, dans cette affaire, les victimes ont décrit des violences très importantes pendant un nombre d'heures très élevé, 42 heures au total pour 12 victimes. Et de l'autre côté, on a un homme qui exprime des regrets, qui dit sans cesse pendant l'instruction que sa motivation première, c'était pas de violer, mais de voler. L'opportunité de violer étant survenue ensuite.
Lassana Coulibaly a grandi en région parisienne, dans une cité d'Aulnay-sous-Bois. Il a vécu avec sa mère et ses 4 frères et sœurs sous la houlette d'un père qu'il décrit comme très autoritaire. Un père qui a abandonné sa famille pour aller vivre au Sénégal quand Lassana avait 15 ans. Un an après, c'est lui qui a quitté la maison. Lassana avait alors 16 ans, aucun diplôme, aucune formation. C'est le profil d'un jeune qui a quitté l'école très tôt, qui est déscolarisé, qui a quitté sa famille, qui retourne de temps en temps en région parisienne, puis qui vit de petits larcins, qui vit de cambriole, qui revend auprès de copains peu regardants, qui font du recel, les objets volés. Voilà, il n'a pas le profil à ce moment-là du violeur en série. Coulibaly voyage alors dans toute la France, au gré de ses rencontres et des copains qui peuvent le loger. Il a beaucoup d'amis, ou en tout cas des points de chute, parce qu'il n'a pas de domicile réellement, mais il est hébergé chez les uns, chez les autres, et ses amis vont le décrire comme quelqu'un de très sympathique, de très correct, sans problème, quoi. Un copain comme un autre. Il avait des surnoms qui étaient Lasso ou Spiderman, et ces gens savaient parfaitement qu'il avait une tendance à escalader les façades. Le vol par escalade, c'est son gagne-pain. Mais à part ça, Lassana Coulibaly mène une vie tout à fait normale. Il sort dans les bars, les boîtes de nuit avec ses copains. Il fait même des rencontres amoureuses. Tous les gens qui l'ont connu vont nous décrire un garçon plutôt poli, intelligent, un peu renfermé, certes, mais social, qui va avoir des petites amies. On a rencontré des jeunes femmes qui ont été la compagne de Lassana Coulibaly pendant quelques semaines ou quelques mois et qui avaient des relations parfaitement normales avec lui. Ses anciennes copines relatent un garçon assez inhibé, assez sur la réserve, pas très entreprenant comme peuvent l'être les garçons de son âge. Ça ne correspond pas du tout au profil que décrivent les victimes. Une vie amoureuse normale et une sexualité un peu terne. Et de l'autre côté, un prédateur, un homme violent qui agresse froidement ses victimes et jouit de son emprise sur elles. En prison, 2 psychiatres l'examinent. Lassana Coulibaly ne leur dit pas grand-chose. Il reconnaît les agressions sexuelles, mais raconte qu'il était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Il ne se souvient de presque rien. Les experts peinent à se prononcer. Ils ne peuvent pas affirmer que Coulibaly est un pervers et qu'il souffre d'une anomalie mentale. Mais son incapacité à s'apitoyer sur ses victimes les inquiète. Pour eux, il est dangereux. L'expertise psychiatrique va répondre simplement qu'il n'est pas atteint d'une maladie psychiatrique. Vu qu'il est relativement dans le déni, il ne va pas dire non, je ne suis pas coupable, mais en même temps, il ne va jamais parler du mot viol, par exemple. Il ne va pas prononcer ce mot. Il va parler d'agression. Voilà. Comme il est relativement dans le déni sur la gravité des faits, les experts vont conclure qu'il est incurable. Dominique, Lassana Coulibaly s'est confié aux juges et aux psychiatres et il leur a raconté une histoire, une blessure d'enfance très douloureuse. Plus qu'une blessure, Frédéric, un drame. Il raconte aux juges qu'il a été violé pendant son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. Et il explique qu'il allait avec son père et ses frères et sœurs dans un foyer à Aulnay-sous-Bois. Il y avait une école coranique dont il suivait les cours. Et là-bas, il y avait un homme, une vague connaissance de son père, qui avait proposé à Lassana de lui faire quelques courses. Donc le jeune garçon qu'il était, 6 ans, 7 ans, a accepté. Et il raconte que cet homme, un jour, l'a fait se déshabiller, lui a attaché les mains dans le dos, il lui a mis un chiffon dans la bouche pour étouffer ses cris, qu'il avait laissé la télévision allumée et qu'il l'a violé en le retournant contre le mur. Il explique qu'il n'a pas eu la force d'en parler à son père, qu'il ne s'est pas non plus confié à ses frères et sœurs, mais qu'il en a parlé à un de ses voisins. Lequel voisin lui a conseillé d'aller faire chanter son violeur. Alors, il y a eu une enquête qui a été menée ensuite par la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris, qui a
entendu cet homme, le violeur présumé, une audition assez particulière dans laquelle il répond non, je ne sais pas, non, le père de Lassana Coulibaly, où je m'en souviens vaguement, ses enfants, oui, avec ses enfants, quoi, je l'ai violé? Non, non, jamais je l'ai violé. Et les policiers lui disent, mais quand même, vous aviez la réputation dans le quartier de vous intéresser un peu aux enfants. Il lui dit, c'est absolument faux, je ne m'intéressais pas aux enfants, je n'ai jamais violé le jeune Lassana. Donc il nie les faits, même s'il y a eu en 1991 déjà une procédure contre lui pour une affaire d'agression sexuelle. Les policiers ne réussiront pas à établir la véracité des faits dénoncés par Lassana Coulibaly. Et le 30 novembre 2007, l'affaire est classée sans suite. L'avocate de Lassana Coulibaly va déposer plainte plus tard avec constitution de partie civile en 2008. Le violeur présumé sera mis en examen, confronté à Lassana, mais il nie toujours, il continuera à nier les faits et finalement l'affaire aboutit à un non-lieu en 2013. Yael Semama, vous êtes l'avocate de Lassana Coulibaly. Comment se passent les premiers échanges avec votre client? Le premier contact est assez réservé, difficile. C'est un garçon qui est difficile d'approche, qui ne parle pas beaucoup. Donc il va être beaucoup sur la réserve, un peu inquiet. Au moment où je vais le voir, on a les dates d'audience qui ont été fixées peu de temps avant. Il ne sait pas très bien comment les choses vont se passer. C'est un garçon très isolé qui a fait le choix pendant toute sa détention, avant le jugement et après, de ne pas recevoir de visite. Donc il est vraiment isolé et je suis un peu une bouée de secours. Et au fur et à mesure, la glace va se briser, mais il va très peu me parler à l'occasion de cette première rencontre. On va évoquer des choses très générales sur la détention, sur lui, sur l'audience, très peu sur les faits en eux-mêmes. Devant le juge et les psychiatres, il parle d'un viol dont il aurait été victime enfant. Il m'a toujours dit « je ne veux pas que vous vous serviez de mes viols comme d'un argument de plaidoirie ». C'était vraiment, ça revenait beaucoup. Le juge d'ailleurs va beaucoup l'interroger, va lui dire « mais écoutez, il y a des similitudes incroyables entre ce que vous avez fait subir à vos victimes, dans la mise en scène, dans la manière dont... et ce que vous avez vécu, est-ce que vous y avez pensé ?» Et spontanément, il va dire « non, pas du tout ». Et le juge va vraiment le pousser dans ses retranchements. Je dois dire que le travail du juge a été, à mon sens, très important pour la manifestation de la vérité, qui restera finalement une vérité personnelle et pas une vérité judiciaire. Quels sont les éléments sur lesquels vous comptez vous appuyer pour assurer la défense de cet homme qui a quand même agressé 12 femmes? Il y a des éléments sur le plan personnel liés à ce qu'il est. Voilà. Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup souffert et je dois dire qu'effectivement, on s'est peu intéressé à sa personnalité. Si moi, je n'étais pas là pour attirer l'attention sur qui il était, pour le faire réintégrer le monde des hommes qu'on avait voulu lui faire quitter, on l'a appelé sans arrêt pervers, prédateur, monstre. Si moi, je n'étais pas là pour le ramener au milieu des hommes, je crois que personne ne l'aurait fait. Monsieur le juge, à la fin de votre instruction, Lassana Coulibaly est renvoyé pour... Alors je le renvoie pour viol avec acte de torture et de barbarie, pour séquestration et pour agression sexuelle. Je retiens cette circonstance d'acte de torture et de barbarie parce que j'ai considéré qu'il avait commis des actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassaient de simples violences et qui avaient pour effet de troubler de manière très importante les victimes. Lesquelles, par exemple? Alors, l'une des victimes a été victime de manœuvres d'étouffement qui ont occasionné chez elle un accident vasculaire cérébral. Une autre victime, il lui a pincé le nez et cela a eu pour conséquence de la faire suffoquer. La plupart des victimes ont été bâillonnées avec un linge enfoncé profondément dans la gorge. Un autre élément qui est entré en ligne de compte, c'est que l'auteur, selon les victimes, avait fait usage pour plusieurs de ces faits d'un couteau, mais pas seulement pour menacer ses victimes, il utilisait la lame du couteau qu'il passait sur le corps de ses victimes pendant qu'il les violait. Pour les effrayer? Pour les effrayer, voilà. Pour finalement faire de ses victimes un objet sexuel à disposition totalement tétanisé. Qu'est-ce qu'il encourt? Alors, le fait d'avoir retenu cette circonstance aggravante d'acte de torture et de barbarie fait que ça a été tout l'enjeu du procès parce que la peine encourue à ce moment-là n'était plus seulement 20 ans comme pour les viols aggravés,
mais la réclusion criminelle à perpétuité. Le 15 mai 2008, le procès de Lassana Coulibaly s'ouvre devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. La salle d'audience du tribunal de Riom est pleine à craquer. Dès le premier jour, on a senti une tension, un engouement du public, une tension chez les victimes qui redoutaient énormément d'aller rencontrer leur agresseur. Pour certaines, elles ne l'avaient jamais vu. Quand l'accusé entre dans le box, cette tension monte d'un cran. Il est entouré par des hommes du GIPN, cagoulés. J'avais pris cette décision puisque j'avais été informé de quelques incidents qui s'étaient déroulés pendant sa détention provisoire, des incidents relativement violents avec des surveillants. C'est vraiment quelqu'un qui est très athlétique et qui court très vite et qui sait escalader très rapidement une façade d'immeuble. Donc il était possible que dans la salle d'audience, il puisse essayer de tenter sa chance. Mais Lassana Coulibaly se retrouve face à ses victimes, 12 femmes et leurs avocats. On s'est mis côte à côte avec les victimes le jour du procès parce qu'on se disait plus on est nombreux, plus il verra qui a fait du mal. Le jour du procès, elles se ressemblaient énormément. C'était vraiment le même genre de jeunes femmes, toutes. Et c'était très impressionnant, ça a été flagrant et même elles en ont été conscientes et ça les a un petit peu rassurées aussi. Savoir qu'il y en a d'autres permet d'évacuer une part de responsabilité que l'on a toujours. Cette part de responsabilité, pourquoi moi? Qu'aurais-je dû faire? Qu'aurais-je pu faire pour éviter tout ça? Dans son box, Coulibaly baisse la tête. Il a été très surpris, il a eu un mouvement de recul quand il est rentré dans le box des accusés et qu'il a vu le nombre des avocats des parties civiles. Je crois qu'il a dû se dire que là, tout n'était pas joué. Puis la première victime vient à la barre pour raconter son calvaire. Justine, la petite Montpelliéraine. Elle a été courageuse, elle est vraiment, à tel point qu'elle lui a tenu tête, elle a basculé l'histoire dans notre sens. C'était elle qui menait le combat, si on peut dire, parce qu'encore lui se défendait. Hein. Et donc, non, elle ne s'est pas laissée faire. Le procès se poursuit avec la litanie des témoignages. Chacune des victimes relate son agression longuement. On parle du passe-muraille, quoi, de tout ce qui nous fait peur, du gars caché sous le lit, du gars caché dans le placard et qui vous regarde à travers la persienne. J'ai regardé sous mon lit un soir à l'hôtel. J'ai regardé sous mon lit. Et certains détails glacent l'assistance. C'était les mêmes faits, mais en réalité, elles avaient leurs propres détails à elles, avec leur propre vécu. Moi, je m'en souviens encore. Il y en a une qui a dit « J'ai encore l'odeur de la chaussette dans la bouche ». Au 4e jour du procès, c'est la dernière victime, Sarah, qui arrive à la barre. J'ai le souvenir qu'elle les regardait dans les yeux. C'est là qu'elle nous a fichu des frissons, parce qu'on s'est dit elle est quand même vachement courageuse d'oser le regarder dans les yeux et de lui dire « Tu m'as fait mal, tu m'as fait peur, t'as gâché ma vie ». Enfin, voilà, des choses... mais sans animosité, en attendant des réponses à toutes ces questions. Coulibaly n'en donnera pas. Il veut bien reconnaître les faits du bout des lèvres, mais rien de plus. Il faut lui tirer les mots de la bouche. J'ai essayé de le faire parler, de le faire s'exprimer sur les faits, mais c'était très difficile. Parce qu'il le faisait sans aucun affect et en annonçant pour le lendemain des vérités et des révélations. Moi, je suis choquée par la négation qu'il a eue des victimes tout au long des actes et maintenant encore. Et cette négation, c'est vrai qu'elle est très néfaste parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucun progrès de sa part. La pire chose pour un pervers, c'est de parler beaucoup. Si vous arrivez à faire parler un pervers, il va révéler sa perversion très rapidement.
Lassana Coulibaly avait la sagesse de ne pas trop parler, de ne pas trop en dire, de renvoyer la vérité au lendemain. Tout ce que Coulibaly veut bien dire à la cour d'assises, c'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi il a agressé ses victimes. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait tout ça », vous avez envie de conclure, si vous ne savez vraiment pas pourquoi vous avez fait tout ça, demain matin, vous allez recommencer. C'est ça qui est le plus angoissant dans la position de Coulibaly. Au 5e jour, avocats et magistrats abordent l'enjeu de ce procès. Coulibaly a reconnu les viols, mais a-t-il pour autant commis des actes de torture et de barbarie? On avait ces questions récurrentes sur l'acte de faire mal, l'acte de vouloir aller encore plus loin dans la souffrance de l'autre. Donc ça, c'était très très prégnant, oui. Elles ont eu le sentiment, puisqu'il est resté à leur domicile de nombreuses heures, elles ont eu le sentiment d'être humiliées, elles ont eu le sentiment d'être avilies, et elles ont eu le sentiment, dans une certaine mesure, d'avoir été torturées. L'acte de torture et de barbarie, pour moi, était constitué. Il y a torture et barbarie lorsque l'on considère que l'être humain n'existe pas. C'est la négation de l'être humain. Maître Semama, tout l'enjeu de ce procès, ce sont les qualifications d'actes de barbarie et de torture. J'imagine que c'est là-dessus que vous comptez vous battre. Oui, bien sûr. Ce terme d'acte de torture et de barbarie renvoie à la volonté d'infliger aux victimes une souffrance d'une intensité particulière et une atteinte à la dignité. Et j'ai considéré, et c'était évidemment pas simple, que la violence dont il a fait œuvre dans les actes qu'il a perpétrés était elle-même induite et incluse en quelque sorte dans la notion de viol, qu'il n'y avait pas de violence au-delà et pas de volonté d'infliger des souffrances plus intenses et particulières. Le deuxième enjeu de la notion de torture et de barbarie, c'est que l'avocat général nous a amenés sur le terrain de la torture psychologique. Et là-dessus, j'ai mené un vrai combat, considérant que la rigueur qu'impose le droit pénal sur les qualifications ne peut pas nous emmener dans un débat qui dépasse l'entendement, qui est celui de la torture psychologique. Vous voulez dire que la torture psychologique n'existe pas en droit? Je ne dis pas que la torture psychologique n'existe pas en tant que telle. Je dis que les contours de la torture psychologique ne peuvent pas être déterminés par les juges. La torture psychologique, c'est quoi? C'est d'être effectivement, selon l'avocat général, resté longtemps au domicile des victimes, de leur avoir imposé une présence. C'était déjà réprimé par la séquestration. Les violences sont induites dans le viol. L'atteinte à la dignité humaine et à la dignité de la femme, en l'occurrence, c'est une notion induite dans le viol. Alors, à quoi, entre guillemets, sert l'ajout de l'acte de torture et de barbarie, si ce n'est de lui faire encourir une peine beaucoup plus longue, et en l'espèce, la peine de réclusion à perpétuité. Au 6e jour du procès, coup de théâtre. Lassana Coulibaly annonce qu'il a écrit à 4 de ses victimes des lettres d'excuses. Elles sont lues tout haut devant la cour d'assises. Coulibaly, en substance, y écrit ceci. « Je suis le pire des lâches, je suis un monstre, je ne voulais pas vous détruire, vous n'êtes pas responsable. J'espère que ma condamnation va un peu vous apaiser. » Ça a été très mal pris par nos clientes parce que c'était continuer d'avoir une emprise sur elles. Ça a été vécu comme ça. Parce qu'on lui a demandé de parler pendant une semaine et que c'était le moment ou jamais. Mais de parler devant tout le monde, et notamment devant ses juges. Et donc s'il avait des choses à dire, c'était le moment. Et on n'a pas réussi à en avoir plus. Dans son réquisitoire, l'avocat général ne tient pas compte de ses excuses tardives. Il maintient l'accusation aggravante d'actes de torture et de barbarie, mais il ne demande pas la réclusion criminelle à perpétuité. Par rapport à ce qu'on voit malheureusement là aussi en matière d'actes de torture et de barbarie, on voit dans certains dossiers des actes qui sont encore plus insoutenables. Et donc, compte tenu également de la personnalité de l'intéressé, il m'a semblé qu'une peine de 30 ans de réclusion criminelle était une peine qui était adaptée à la situation.
Au terme de 8 jours de débat, la Cour se retire pour délibérer. Un délibéré très court, 3 heures et quart, les jurés ressortent. On se dit, il a pris le maximum. Il partira pour 30 ans. Mais les jurés n'ont pas suivi l'avocat général. Coulibaly est condamné pour viol en série. Il prend le maximum, 20 ans, assorti d'une peine de sûreté des 2/3 et 20 ans de suivi socio-judiciaire. Pour certaines de ces victimes, cela n'est pas suffisant. Il n'y a que la torture physique qui est reconnue. On ne prend pas en compte la torture morale alors que la torture physique elle est passée, la torture morale elle reste à vie. C'est pas normal. Hein. Donc il a pris 1 an par victime, c'est tout ce que je vais retenir. Maître Lebert, vous êtes l'avocate d'une des parties civiles. L'une d'entre elles a trouvé que le verdict était trop clément. Est-ce que c'est difficile de faire comprendre à une victime la hiérarchie des peines? Oui, bien sûr, parce que ce qu'elles ont vécu, il n'y a pas pire pour elles. Il n'y a pas pire. Donc, ils méritaient le maximum. Sauf que ma cliente, j'ai pas eu de difficulté pour lui faire comprendre cette peine, puisqu'elle n'était pas du tout convaincue que l'on pouvait rajouter à cet acte atroce qu'elle a subi, qui est un viol quand même extrêmement violent et qui l'a vraiment meurtri, qu'il n'était pas nécessaire de rajouter des actes de torture et de barbarie. Elle ne se sentait pas victime d'actes de torture et de barbarie, mais d'un viol, et c'était bien suffisant. Elle, ce qu'elle voulait, elle attendait de ce procès de pouvoir comprendre pourquoi ce garçon avait commis ces actes si effroyables. Elle a eu une réponse à toutes ces questions? Certaines, oui. Notamment sur le passé et l'enfance de Lassana Coulibaly, parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre qu'une personne, si elle n'était pas soit véritablement malade, perverse, ou soit avait été victime elle-même de violences sexuelles, puisse commettre de tels faits. Donc là-dessus, elle a eu des réponses. En revanche, elle n'est absolument pas convaincue du fait que c'était de manière complètement fortuite que Lassana Coulibaly s'en soit pris à elle et qu'il n'y ait pas eu de préparation à ces actes-là. Quelles conséquences cette agression a-t-elle eu sur sa vie? Paradoxalement, on dirait qu'elle s'est renforcée. Mais ce qu'évoquait l'experte psychologue, c'est que cette apparence de force cache aussi beaucoup de fragilité et laisse craindre qu'elle refoule beaucoup ce qu'elle a vécu. Pendant 3 ans, elle a tenu. 3 ans se sont écoulés entre les faits et le procès. Pendant 3 ans, elle a été très combative. Et puis ensuite, comme c'est souvent le cas, il y a eu une forme d'effondrement. Mais ma cliente a beaucoup de ressources psychologiques. Et elle a refait surface. Maître Semama, votre client prend 20 ans. Est-ce qu'il s'y attendait? Oui, il s'y attendait parce qu'il était préparé. Il espérait ne pas prendre 30 ans ou la prison à perpétuer, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle il ne fera pas appel et que la question ne s'est jamais posée. La qualification d'acte de torture et de barbarie n'a donc pas été retenue? Oui, on peut dire que j'ai été entendue ou que Lassana Coulibaly a été entendue. Nous avons été entendus sur ce point, et qui était évidemment l'enjeu de ce procès. Cette lettre écrite pour les victimes, est-ce qu'elle était sincère? Je pense que cette lettre était sincère. Les termes en étaient simples, concrets, concis. Il présentait ses excuses. Les victimes vont y voir une manipulation, une volonté d'échapper au débat par la lettre. Je pense qu'elles étaient sincères, tout comme l'ont été ses excuses, tout au long du procès et tout au long de l'instruction. Il va se définir comme un criminel, il va dire avoir eu le sentiment de les avoir tués. Donc il a été sincère. Après, la perception qu'ont les gens de la sincérité, voilà, il n'a pas été considéré comme sincère. Je peux que le regretter. Lassana Coulibaly est entré en prison à 25 ans. Il sera suivi par les services socio-judiciaires au moins jusqu'à l'âge de 60 ans.